Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler de formation et de conseils comme un duo gagnant. Et pour cela, j'ai un invité, somme toute exceptionnel, Guillaume Cousin, qui est expert en qualité logicielle et formateur depuis des années. C'est vraiment la personne à contacter si vous voulez passer une certification XTQB ou avoir un regard extérieur pour un audit, un état des lieux sur vos pratiques de qualité logicielle. Bonjour Guillaume, je suis ravi que tu fasses partie de cette mini-série. Bonjour Jean-François, merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité, merci pour cette présentation, c'est très touchant. Et ouais, je suis ravi de pouvoir échanger un peu, justement, parler qualité, parler de tests, d'agilité, de tous les sujets qu'on a prévu d'évoquer. Et voilà, merci beaucoup de m'inviter à la guilde. Je t'en prie. On va commencer par voir un peu ton parcours et voir où t'en es. Et on va travailler on va échanger lors de cet épisode vraiment sur comment tu as travaillé dans des éléments contraints. Tu as travaillé beaucoup dans le V&V, dans la défense, à quelque chose encore plus contraint, la formation, l'agilité, mais une autre contrainte. Donc, j'aimerais bien qu'on creuse un peu ça et de voir un peu comment tu t'es développé en tant que QA globalement, comment tu as transmis tout ça. Donc, pour ceux qui te connaissent pas encore, même si tu postes pas mal sur LinkedIn, il y a pas mal de gens qui te connaissent. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi, ta vie, ton œuvre? Alors, Guillaume Cousin, oui, tu l'as dit. Je suis dans le Nord, moi je suis basé à Lille, mais je bouge partout. Je bouge partout en France, beaucoup au Canada, on en parlera. À la base, moi je suis ingénieur généraliste. J'ai fait l'EIPC. L'EIPC, c'était une école privée qui appartenait à la cristallerie d'Arc. Donc en fait, c'était une école très orientée sur la production, sur l'industrie. Maintenant, ça a été renommé, ça s'appelle l'école d'ingénieurs du littoral et de la côte d'Opale. Mais voilà, j'ai eu un parcours généraliste. J'ai choisi vraiment des options généralistes jusqu'au bout parce que je voulais pas me centrer sur un seul sujet. Alors il y avait beaucoup d'informatique, il y avait beaucoup de dessins assistés par ordinateur. J'aimais bien. Je faisais du Catia, j'adorais ça. Et et en fait, J'en ai bouffé aussi. t'as mangé du Catia? Il y a de l'AutoCAD. J'ai même fait au début dessiner les pièces à la main en 3D avant qu'on passe là-dessus. J'en ai fait moi aussi, j'ai fait une école généraliste. Donc j'ai fait tout ça, de la physique, chimie et de la mécanique et de la mécanique quantique. Moi, je faisais de la robotique, je faisais de la thermodynamique des fluides. Enfin, j'ai vraiment gardé un parcours généraliste, mais je me suis spécialisé dans le dessin assisté par ordinateur avec Katia. J'ai passé vraiment des heures sur Katia. Même mon stage de fin d'études, c'était du Katia. Et après, comme je suis dans le Nord, le retail, t'as pas le choix. En fait, on a énormément d'entreprises liées au retail qui viennent d'ici, qui viennent du Nord. Et donc, je suis rentré via une ESN chez Auchan. Je suis rentré chez Auchan pour être concepteur fonctionnel. Je faisais des schémas, je faisais des graphes pour un changement de logiciel. Et ça me paraissait pas assez concret, pas assez réel. Enfin, j'avais l'impression d'écrire un peu des lignes de code et je voyais pas vraiment l'intérêt. Et en discutant avec un ami, je lui dis non, mais moi, ce que je voudrais, c'est du réel, c'est du concret. Je voudrais un truc comme Thales. Et mon collègue qui est juste en face de moi, il me dit non, mais tu sais que moi, j'ai des contacts chez Thales. Pousse-moi ton CV et on peut essayer. Et en fait, je suis arrivé chez Thales et ils m'ont posé une question. Enfin, à l'entretien, ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, tu veux faire quoi? Et à l'époque, on est en 2011, je crois. Je suis pas testeur. Je sais même pas ce que c'est que le test. À cette époque-là, enfin, toi aussi, t'as découvert qu'il y a eu une évolution de notre métier et dans les années, moi, en 2011, je savais même pas que le monde du test existait. Et en fait, pendant l'entretien d'embauche, à la question, tu veux faire quoi? J'ai répondu, je voudrais être surpris par mon job. Je voudrais faire du concret, je voudrais faire du réel et je voudrais ne pas savoir dès aujourd'hui ce qui va m'attendre demain, après-demain. Je voudrais que ça change, je voudrais que ça évolue.
Et je suis tombé sur quelqu'un de formidable qui m'a dit: «Est-ce que tu connais le test?» J'ai dit: non, je sais pas ce que c'est». Il me dit: «Ah non, faut chercher la petite bête, faut regarder, faut et puis ça a l'air de bien t'aller toi, tu vas essayer ça». Et voilà, et je suis embauché chez Thales. Alors au début sur des missions pas sécurisées, pas militaires parce que en fait, toute l'enquête, avant d'être accrédité secret défense, tu as toute une enquête qui dure plusieurs mois, pour vérifier si on va pas donner les secrets de la nation à tout le monde. Et en fait, bah, le premier projet où je suis arrivé chez Thales, c'était Théopad. C'était un système de cryptage des téléphones sécurisés des ministres, des présidents, et en fait, qu'on pouvait gérer à distance, et il fallait prouver que ça marche pour tous les types d'environnements, pour tous les types de téléphones, pour vraiment bah voilà, avoir une garantie que les gens qui travaillaient dans la défense puissent communiquer de manière sécurisée. Et en fait, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai fait 6 mois, 6 mois sur ce projet-là où c'était vraiment génial de découvrir. Enfin, j'avais fait du test de mobile. J'avais énormément de mobiles sur mon bureau. J'avais des nouveaux téléphones, des nouvelles tablettes. Il fallait prouver que ça marche un peu. Alors, je faisais voir. Et puis là, on pouvait pas avoir un mobile dans le cloud, hein. Ah Déjà, non, non, il y a pas de cloud. en termes de sécurité, c'est pas possible. Ça n'existe pas le cloud, ou alors faut vraiment bien le sécuriser. C'est comme l'IA sécurisée, ça il faut vraiment des concepts, Ouais. très spécifiques Thales, je veux dire. Et en fait, bah, c'était génial. Je me suis vraiment éclaté. J'avais vraiment de quoi m'amuser. J'ai installé des applis, je vérifiais que ça marchait, je changeais les réglages, j'ouvrais des dizaines, des centaines, des milliers de bugs, des tickets Jira. J'en ai ouvert, j'ai appris à les ouvrir et à vraiment savoir ce qu'il fallait mettre dedans. Et après, ben, quand je suis revenu sur l'île, on m'a dit: «Tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu veux continuer le test ou est-ce que, tu arrêtes?» Et j'ai dit: «Ah non, mais en fait, c'est génial votre boulot». Je connaissais pas, et voilà, et je venais de devenir IVVQ, donc pour, intégration, vérification, validation, qualification, et je venais de découvrir en fait que, ben, alors ce qui est très bien, et je rappelle le contexte, hein, on est en 2011, c'est, tu rentres dans une boîte où tu as pas besoin de justifier que le test sert à quelque chose, que le test, c'est un vrai métier. On parle de boîtes où des fois, le coût du test coûte plus cher que le coût du développement dans l'industrie. Pourquoi? Parce que, enfin moi je prends souvent le domaine de l'aérien où, heu, quand un avion il est en l'air ou un satellite il est au-dessus de ta tête, s'il y a un bug, ça peut être fatal, ça peut tomber sur la tête des gens, il peut y avoir des morts, C'est ça. donc on parle pas de: «Ah ça marche pas bien, j'ai perdu un peu d'argent». Ah oui, Là oui, non. là tu as vraiment contraint par, ce qui va se passer et contraint aussi par les normes. C'est-à-dire que tu as des obligations de traçabilité qui sont, Ah oui, oui, oui. énormes. Ah oui, la traça, c'est pas négociable, en fait. Tu dois non seulement tu dois prouver que tu as fait le test, tu dois prouver tu dois ton cahier test, c'est un livrable. C'est un livrable complet, et moi alors après c'était sur des projets, qui étaient, secret défense, des projets très militaires, des projets, à très, très haut engagement, et en fait, clairement, tu ne c'est pas: «Ouais, non, non, j'ai testé, vous inquiétez pas, c'est bon». Non, c'est OK, j'ai un cahier On de va en test. prod, on verra bien. Ah oui, et puis, moi, je me souviens d'avoir vécu des phases d'acceptation de projet où tu as l'armée qui débarque, et pendant une semaine, ils décortiquent tout. Ils décortiquent les docs, ils décortiquent, en plus, on faisait de l'informatique industrielle, c'est-à-dire qu'on fabriquait les PC. Oui, Donc c'est c'est même vrai. pas les mêmes contraintes que l'informatique de gestion où tu vas venir vérifier: «Ah oui, j'ai bien le bon chiffre dans le bon champ», ce qui est bien aussi, mais voilà, quand tu as des contraintes liées, au matériel, au poids, à sa résistance, aux conditions dans lesquelles tu vas l'utiliser, en fait, ça t'oblige à créer, bah, une stratégie de test en te disant: «OK, bon, bah, j'ai prévu ce cas-là». Alors le cas passant, je pense vraiment, c'est pas le cas où tu passes le plus de temps. C'est Non, le parce cas qu'il est passant, évident pour tout le je monde, trouve ouais. que les développeurs, ils l'ont fait. Normalement, ça tourne. C'est tous les cas non passants qu'il faut commencer à envisager. C'est te Ouais, dire: tout «OK, j'ai quel message d'erreur? Dans quelle langue est le message d'erreur? J'ai quoi? À quelle, et aussi à quelle vitesse le message d'erreur apparaît? Dans combien de temps je peux réparer, en fait?» Et en fait, bah, oui, tu as des exigences très fortes. Bah, tu l'as dit, hein, fiabilité, conformité, une traçabilité, c'est pas peut-être, c'est une exigence qui est pas couverte, ouais, par plusieurs cas de test et passants et cas de test non passants. Elle est elle est considérée comme pas testée, donc on part du principe qu'elle marche pas. ouais. Et en plus de ça, quand tu es sous-traitant de ces boîtes-là, tu pas forcément au temps passé. C'est-à-dire que
as un produit et un livrable que tu dois donner. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait le truc comme ça attendu contractuellement, toi, tu continues à travailler et Jusqu'à tu ce que ce commences à gagner moins d'argent jusqu'au moment où tu peux potentiellement en perdre. oui, bien sûr. Parce que bah, tu as passé beaucoup plus de temps que prévu. Et donc voilà, ça oblige à rentrer dans un contexte, c'est des boîtes, la virgule elle est pas là, ils te disent: «La virgule elle est pas là», il y a pas de débat là-dessus. C'est Moi, j'ai adoré. et c'est hyper rigoureux. C'est ça. En fait, moi, j'ai adoré parce que, sur certaines missions, j'ai bossé avec une chef de projet, senior et il y avait des gens qui aimaient pas bosser avec elle parce qu'elle avait ce côté rigueur, pointilleux, ce souci du détail extrême et je me suis retrouvé sur un projet où je devais bosser avec elle et j'ai des collègues qui m'ont dit: «Waouh, bon courage». Et en fait, je suis arrivé et elle m'a appris à déjà poser toutes les questions. Elle m'a appris comment t'écris un document pour qu'il passe du premier coup et je m'en Mmh. servirai bien plus tard, des années plus tard, quand j'écrirai des supports, de cours, pour, genre l'ISTQB, heu, tu une fois que tu as bien compris ce qui est attendu, tu écris le truc, tu envoies et en fait, tu repasses pas du temps Ouais, à tu as des retours mi ah non, tu fais du retour mineur et en fait, après chaque fois qu'il y avait des projets avec cette chef de projet-là, moi j'étais volontaire. Je dis: «Bah oui, mais en fait», heu, c'est vrai la première fois, elle te dit: «Non, ça j'aime pas», mais elle a eu l'intelligence plusieurs fois de me dire: «Ça j'aime pas» et elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire. ouais, c'est pas juste, c'est pas ça que j'attends, mais t'expliques Oui pourquoi. et en fait, plus tard dans ma carrière, j'ai croisé des gens qui disaient: «Non, j'aime pas». «Ah d'accord et tu aimes pas quoi?» «Je sais pas, mais j'aime pas» et en fait, tu peux pas bosser avec des gens comme ça, Non, le flou, i c'est jamais bon, mais parce qu'ils savent même pas ce qu'ils veulent, globalement. et en fait Mais, c'est une question de confiance. Mais pour moi, la rigueur implique, la confiance, dans la livraison, dans tout ce qu'on va faire, encore plus dans les systèmes critiques. Les systèmes critiques, le fer de lance, c'est la confiance. Aujourd'hui, si tu conduis pas une voiture, si tu as pas confiance dans tes freins, ah bah carrément. c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a testé que ça marche bien. Et tu mets ta ceinture de la même manière. Moi, c'est un exemple que je donne en formation, hein. Est-ce que tu mets ta ceinture pour aller bosser? Est-ce que tu le mets parce que tu as peur de te prendre une amende si tu te fais attraper? Ou est-ce que tu le mets parce que tu as confiance, parce que quelqu'un t'a dit: «Je l'ai testé et ça marche»? Et voilà et en fait, C'est peut-être un peu des 2. oui, mais il faut quand même que tu alors la question c'est: est-ce que tu attaches tes enfants dans la Oui. voiture? Est-ce que tu leur demandes de s'attacher? Et et voilà et tu les attaches parce que tu as confiance et parce que tu as et voilà, on sait que la ceinture de sécurité, ça marche et Protège. ça, bah, ça t'évite, une bah, c'est de la gestion des risques. C'est de la gestion des risques très important et c'est notre métier et voilà et donc en fait, j'ai fait, 5 ans chez Thales où j'ai vraiment adoré. Après, j'ai quitté Thales. J'ai fait, plusieurs ESN. Je suis arrivé chez ACP Qualif, qui était dans le sud. J'ai adoré, j'y aimais bien parce qu'en fait, je suis sorti de chez Thales où le mot I les lettres ISTQB, je les connaissais pas. Mises bout en bout, je savais pas du tout ce que ça voulait dire et en fait, j'arrive chez ACP Qualif, on me dit: «Ah, mais faut que tu passes l'ISTQB» et je passe l'examen et en fait, moi, j'appelais ça faire mon boulot parce que chez Thales, bah, en fait, c'était carré. Le plan de test, c'était ce qu'on appelait un plan de test, une Oui. stratégie de test et en fait, moi, j'ai juste eu à dire: «Bah, OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça» et derrière, chez ACP Qualif, ils m'ont dit: «Est-ce que tu voudrais devenir formateur en test, en agilité?» parce que j'avais découvert l'agilité chez Thales et ça, c'est parfait. Tu découvres l'agilité dans un contexte où il y a de la rigueur, il y a du savoir-faire et bah, c'est de l'agilité vraie telle qu'elle est écrite dans le bouquin, pas de l'agilité presque comme, tu peux croiser dans beaucoup d'entreprises et tu en as vu aussi, on en avait parlé, Mmh. des fois, le fait de mettre des post-it sur le mur, ça fait pas de toi quelqu'un qui est agile. Ah, c'est ça, c'est Si pas tu parce sais que pas ce qui est à écrit sur c'est le pas post parce que tu fais un daily meeting que tu fais de l'agilité. Oui, c'est c'est ça, ça je suis et d'accord. et en fait, bah, j'ai commencé à donner des formations. Alors au début, c'était des ISTQB, j'ai donné des formations en agilité et en fait, je me suis pris au jeu parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait commencer à transférer des compétences. Alors je continuais en plus d'avoir un rôle terrain parce que j'étais test manager, en banque, en assurance, en mutuelle, en sécurité sociale, et voilà et j'ai enchaîné et là, fin 2025, j'ai eu, bah, l'occasion de créer Grand Quality Expert. C'est mon bébé, voilà, j'ai créé,
J'ai créé ça pour faire de l'audit, du coaching, de l'accompagnement et aussi des formations parce que je crois que je commence à avoir formé pas mal de gens, pas mal de tes auditeurs peut-être. Donc ce serait voilà, Possible. c'est pour continuer d'expliquer un peu et de passer le relais aux générations d'après. Bah, tout à fait. Bah, de toute façon, on va avoir un épisode dédié à la formation. Je vous mettrai le lien du site de Guillaume pour que vous puissiez en savoir plus si vous êtes intéressé, si vous voulez demander à votre entreprise de se faire accompagner par Guillaume. On voit bien là dans cette premier épisode sur ton parcours, tu as été quand même dans des environnements très contraints et tu nous as un peu parlé que tu es allé dans l'agilité, qui est quand même moins contraint. Et c'est ça qu'on va creuser dans le deuxième épisode, ce passage, cette nouvelle contrainte avec un nouveau cadre. Et restez avec nous pour le deuxième épisode où on va voir un peu le point de vue de Guillaume entre contraintes fortes et, on va dire, contraintes différentes. Je vais pas dire moins fortes, c'est différent. On Différent. creusera ça tout de suite. Donc merci Guillaume pour cet épisode et je vous dis à très vite pour le deuxième épisode de la Guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.